Nous sommes toujours à Montaigu. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant ici sur l'espace des escales littéraires organisé conjointement par le Crédit Mutuel Océan et Web TV Culture. Web TV Culture où vous pouvez d'ailleurs nous suivre en direct et en différé pour revivre, si vous le souhaitez, les temps forts de cette 30e édition du Printemps du Livre de Montaigu dont le président est Michel Bussy. Deux invités pendant une petite vingtaine de minutes. Dominique Lin, vous publiez aux éditions Élan Sud Un goût de terre dans la bouche. Et puis Bernard Werber, merci également d'être avec nous chez Albin Michel, votre actualité depuis l'au-delà. Vous prenez goût à Montaigu, hein. Vous avez été président il y a 2 ans, et puis vous êtes venu l'an dernier, et puis vous revenez cette année. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a séduit à Monaco, à Montaigu, pardon. C'est peut-être que j'ai des envies de soleil, puisque la météo n'est pas de la partie. Enfin bref, vous aviez compris ma question. Il y a le casino, la plage et les yachts sur le port. Je rembobine. Qu'est-ce qui vous a séduit à Montaigu, Bernard Werber? L'organisation et le fait que c'est Frédéric Couturier qui a fait un système qui marche. Vous savez, tous les salons des livres... C'est le directeur de l'action culturelle à Montaigu. Il est très sympathique et il s'est débrouillé pour que le système marche. Donc quand on arrive ici, on est dans un salon où il y a du monde, où on peut s'exprimer, où on rencontre des gens intéressants, où il y a des lecteurs. Voilà. Et ce n'est pas le cas de tous les salons. Donc moi, je le mets dans mon top 5 des meilleurs salons. Vous allez devenir citoyen d'honneur de Montaigu, je pense. Dominique Lin, vous aussi, vous aimez le contact avec le public. Vous êtes de temps en temps sur les salons, vous aimez la rencontre. Ça vous apporte quoi lorsque l'on est écrivain? On est plutôt dans un côté de solitude, on travaille dans son bureau. Et pourquoi cet échange est-il important? Déjà, c'est rencontrer les lectrices et les lecteurs. Et contrairement à Bernard, c'est la première fois que je viens à Montaigu, puisque je vis dans le sud. Je vais beaucoup plus de salons dans le sud, où il y a le soleil, où il y a la plage, les casinos. Et donc, c'est cette rencontre. Et c'est vrai, comme disait Bernard, ça marche ici, ça se sent. Mais c'est peut-être pas un fait hasardeux, dans le sens où il y a un accueil qui est vraiment très chaleureux, donc ça fait plaisir d'être là en tout cas. Vous évoluez tous les deux dans des univers littéraires différents, vous abordez des thématiques différentes, mais j'ai quand même eu envie de vous avoir ensemble parce qu'on a donné ce titre Au-delà des apparences à cette rencontre, parce que finalement vos romans, vos deux histoires ont quelques points communs dans cette idée-là. Un goût de terre dans la bouche, on va faire connaissance avec un homme qui se demande encore qui il est, où il est, avec des souvenirs qui lui reviennent. Qui est-il, ce personnage? Alors c'est quelqu'un qui est bien installé, justement, qui extérieurement n'a aucun problème. Il a un métier, il a une famille, il a une histoire, il a une famille et une belle famille. Il a un salaire très, très confortable, sauf qu'il a l'impression de vivre dans un couloir et s'il étend les 2 bras, il va toucher les murs. Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a plus de surprise. Il y a juste une machine presque de guerre, j'ai envie de dire, qui est en route parce qu'il est dans la finance. Et il y a juste le grain de sable. C'est l'enfant qui est en lui qui, à un moment, vient le réveiller. Il y a les souvenirs qui sont importants dans votre histoire. Oui, les souvenirs qui sont surtout provoqués par les rencontres qu'il va faire. Parce que c'est aussi un roman sur la route. Parce qu'il y a un moment, il décide justement, le jour où l'enfant qui est en lui vient le secouer parce qu'il ne se reconnaît plus dans la glace, alors le personnage décide de quitter tout et il va rencontrer des gens qu'il n'aurait pas rencontrés autrement. Et à partir de là, c'est un effet miroir sur justement ses souvenirs, sa famille, son cheminement, ses goûts, ses choix, ses envies. Difficile de parler de votre histoire sans trop en dire sur ce personnage. On peut dire son prénom quand même? Non, on ne le dit pas? Oui, il s'appelle Léon. Parce que c'est un clin d'œil à vos précédents titres, à vos lecteurs. Oui, c'est juste à l'avant-dernière page, j'ai un clin d'œil au lecteur, parce que j'ai un prénom récurrent dans tous mes romans, c'est Léon. Donc c'est Léon, et ça permet aussi peut-être de s'identifier un peu à ce personnage. Oui, un Léon multiple, parce que chaque roman que j'ai pu écrire est différent. Et comme un peu, on est chacun différent selon les heures de la journée ou les jours de la semaine. Donc c'est cette multiplicité qui m'intéresse. On revient dans un instant vers vous. Oui. Bernard Werber, dans ce nouveau roman chez Albin Michel, Depuis l'au-delà, vous nous parlez de Gabriel Wells. Gabriel Wells qui va découvrir un peu par hasard qu'il est mort, qu'il a été assassiné. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Ce sont des choses qui arrivent et qui va surtout essayer de comprendre qui a bien pu voulu l'assassiner, parce qu'il va avoir une rencontre qui va lui permettre d'en savoir un peu plus sur cette histoire. Qui est-il, Gabriel Wells? C'est un écrivain qui écrit des romans à suspense
et qui chaque fois est obnubilé par trouver une fin qui ne puisse pas être prévue par les lecteurs. Seulement là, c'est sa propre fin et ça n'a pas été prévu par lui. Donc il se retrouve dans une situation paradoxale. Et c'est un écrivain, comment dire, qui pense... non, c'est un écrivain qui d'un coup va découvrir qu'il est mort, mais il met du temps à découvrir ça. Et c'est marrant parce qu'il devait y avoir Patricia Daré qui est venue et c'est elle qui me disait que beaucoup de morts ne s'aperçoivent pas qu'ils sont morts. Et donc quand ils viennent la voir, ils disent par exemple, mais je ne sais pas pourquoi mes collègues me disent plus bonjour au travail. Et elle dit, vous n'avez pas remarqué que vous avez moins faim? Elle fait, oui, je mange plus. Vous dormez pas? Elle fait, oui, je dors plus. Elle fait, votre dernière opération, ça s'est peut-être pas si bien passé que ça. Et elle dit progressivement, il faut leur faire comprendre. On ne peut pas leur dire d'un coup, attendez, vous croyez que vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Et alors l'autre gars qui m'avait raconté, et que donc raconte mon personnage qui a inspiré un peu d'elle, d'ailleurs avec lequel j'ai eu des grandes conversations ici. L'autre gag, c'est qu'il y a des morts qui pensent que c'est eux les vivants et que c'est nous les morts. Ce qui pose un problème, d'ailleurs, ça se peut qu'ils aient raison. Parce qu'on est peut-être illusionné par nos sens et on croit que c'est nous les vivants. Donc, moi, de temps en temps, je me peins, je me dis, qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas basculé? Donc, ça se peut qu'en tout cas, il y a un des deux camps qui a tort. Il y a des morts qui croient qu'ils sont vivants et des vivants qui croient qu'ils sont morts. Et tout ceci, c'est des problèmes, j'allais dire, modernes. Parce qu'avant, le problème, c'était quand vous mourrez, est-ce que vous allez au paradis ou en enfer? Et là, ce que raconte le bouquin, c'est quand vous mourrez, est-ce que vous prenez conscience que vous êtes mort ou est-ce que vous ne prenez pas conscience que vous êtes mort? Après, le paradis et l'enfer, c'est des visions un peu de papa qui donnent des punitions et des récompenses aux enfants. Donc, pour moi, c'est une vision ancienne. Le vrai enjeu, c'est qu'est-ce qu'on comprend de notre vie, qu'est-ce qu'on comprend des autres et qu'est-ce qu'on peut percevoir des mondes invisibles. Alors, êtes-vous un hologramme, Bernard Werber, ou êtes-vous bien vous êtes... Alors, pardon Bernard, juste une petite précision par rapport à Patricia Daré, qui effectivement aurait dû être avec nous cet après-midi, qui, on le sait, c'est compliqué en ce moment et n'a pas pu rejoindre Montaigu. Elle est journaliste, elle est aussi médium, et vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle effectivement sur cette thématique. Hein. Je précise simplement puisque vous avez évoqué son nom. Oui. En fait, moi je ne suis pas un croyant, mais je suis un type qui aime bien qu'on raconte des jolies histoires. Or, il s'avère que les médiums racontent de très jolies histoires. Et après, je regarde la cohérence de l'histoire. Je ne suis pas dans c'est vrai, c'est faux. Chacun a sa propre opinion sur est-ce qu'on peut parler avec les morts, est-ce qu'il y a des fantômes, est-ce qu'il y a un paradis ou une réincarnation. Et toutes les visions sont respectables puisqu'on ne le saura la vérité qu'au moment où on sera soi-même mort. Sinon, c'est que des intuitions ou des feelings perso. Et donc, moi, je vais discuter avec les médiums et je leur dis racontez-moi votre quotidien, racontez-moi votre boulot, racontez-moi les clients les plus extraordinaires. Et j'écoute ces histoires, et la chance, c'est que mes livres est écrit roman, donc je n'ai pas la prétention de détenir une vérité. Par contre, j'espère vous donner à réfléchir vous-même par rapport à vos propres feelings. Est-ce que vous pensez qu'on peut se connecter avec vos ancêtres défunts? Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait une séparation entre les deux mondes? Tout ça, c'est un peu les questions que se pose mon héros. On revient vers vous dans un instant. Lorsque vous entendez Bernard Werber, Dominique Lin, est-ce que cette thématique vous interpelle à titre personnel et puis aussi par rapport à cette histoire que vous nous contez dans Un goût de terre dans la bouche, avec cet homme qui va chercher à se reconstruire, à savoir qui il est et peut-être à travers ceux qui l'ont entouré? Alors, j'ai découvert le roman de Bernard tout à l'heure. Je n'avais pas lu avant. Et c'est vrai qu'il y a une question sur qu'est-ce qu'on fait là, d'une certaine façon. Après, chacun y met et la forme de la question et les réponses qu'il veut. Il y a ce lien, puisque, en fait, il y a cet homme qui lui aussi est athée, d'une certaine façon. Et je rejoins totalement le fait que chacun est libre de penser ce qu'il a envie sur toutes ces histoires qu'on nous raconte. Certaines sont belles, d'autres moins. Et j'ai envie de dire, dans le roman, le personnage décide avant de mourir. Parce que d'une certaine façon, et c'est assez drôle, parce que d'une certaine façon, il est mort. Dans son esprit, il s'ennuie tellement, on appelle ça un bore-out, hein, et non pas un burn-out, mais il s'ennuie tellement qu'il n'a plus de vision, il n'a plus d'espoir, il n'a plus d'envie. Donc c'est vrai qu'il est mort, et c'est cet enfant qui vient le réveiller, et avant de mourir complètement,
il prend cette décision de se trouver, de se rencontrer. Donc il y a ce lien entre les deux romans. C'est qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on fout là, nom d'un chien ? C'est vrai, il y a toutes ces apparences, il y a toutes ces histoires qu'on nous raconte, mais nous, au milieu de tout ça, alors chacun va y mettre une philosophie, une idée, une théorie, une culture, une religion, peu importe, mais on a envie de temps en temps de répondre à cette question pour soi-même, pas pour les autres, pour soi-même. Dominique Lin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire maintenant ? Pourquoi, à ce moment de votre vie, aborder cette thématique ? Ah, si je le savais. Je sais pas, il y a toujours 3 romans en cours là, qui se bousculent pour être écrits en premier. Celui-là, je sais pas, il s'est écrit... Alors, je vais peut-être choquer quelques personnes, mais j'ai relu il n'y a pas très longtemps Sur la route de Kerouac. Et je me suis ennuyé. Alors, certains me disent, mais comment on ne peut pas s'ennuyer sur Kerouac ? Moi, si. Je l'ai peut-être lu trop tard. Il fallait le lire à 17 ans dans les années 60, 70. Et là, on était en phase avec... Et je me suis dit, mais attends, mon petit loup, c'est facile de dire que tu t'ennuies sur Kerouac. Mais toi, écris un roman sur la route. Vas-y, mets-toi au défi. Et du coup... C'était aussi l'occasion de prendre un élan avec cette histoire de cet enfant et tout ça, et de partir sur la route et d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer des situations, de prendre des moyens de transport qu'il n'avait jamais pris et de découvrir des paysages, des poètes sur la route. Enfin, vraiment, c'est plus cette énergie-là, c'est-à-dire cette remise en question dans l'écriture. Après, mes romans tournent souvent aussi autour de cette destinée, de ce passage éphémère de nous, petites fourmis, sur cette terre. Et j'aime bien explorer sous différentes facettes, justement, ces cheminements. Bernard Werber, je rappelle qu'avant, vous avez une autre vie. Vous avez été journaliste scientifique, notamment, avant d'être le... Je n'ai pas fait que des choses bien. Oh, je ne porte pas de jugement. Mais voilà, vous avez eu différentes étapes dans votre parcours. On a envie de dire, un journaliste scientifique, c'est très carré, c'est très cartésien, etc. Et puis là, vous nous interpellez, vous nous interrogez sur... qu'est-ce qui se passe depuis l'au-delà ? Est-ce qu'on peut croiser d'autres personnes qui ont vécu avant ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antinomie entre ces deux choses, ces deux thèmes ? Alors, quand j'étais journaliste scientifique, j'ai interviewé beaucoup de scientifiques et je me suis aperçu que les plus avancés dans les recherches s'autorisaient une pensée spirituelle. D'ailleurs, Einstein a posé des questions comme est-ce que Dieu joue au dé ? Et Einstein a eu une vraie réflexion sur Dieu. Il n'était pas dans attendez, il n'y a que la physique et les mathématiques et tout le reste, c'est des conneries. Il était dans il y a peut-être un métasystème au-dessus du système et on peut y réfléchir sans tomber dans le fanatisme ou la superstition. Et je crois qu'il y a un moment, même Hubert Reeves, même tous les scientifiques avec qui j'ai eu l'occasion de. Étienne Klein, il y a des moments où ils vous disent ok, la science arrive à une frontière, au-delà de cette frontière, on rentre dans on ne peut pas expliquer, donc toutes les hypothèses sont possibles, et l'hypothèse Dieu, les anges, les extraterrestres font partie des hypothèses. Maintenant, le problème, c'est le prosélytisme. C'est-à-dire quelqu'un qui croit dur comme fer quelque chose d'irrationnel, qui ne lui a jamais été prouvé, et qui veut convaincre les autres de cet irrationnel en disant « tu sais, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Donc là, c'est plus de la spiritualité, c'est imposer un point de vue non vérifié à des gens. Donc, en tant que journaliste scientifique, je me suis aperçu que la science ne peut pas tout expliquer. 2, qu'il y a un moment où il faut aller vers la spiritualité pour tout simplement s'ouvrir l'esprit et prendre conscience de ce qui se passe. Et 3, on peut aller vers la spiritualité sans aller vers un système dogmatique fermé. Et le grand problème, c'est la religion, qui est un système dans lequel tout le monde doit penser pareil, qui s'oppose à la spiritualité, dans lequel chacun fait un système qui lui est adapté par rapport à ses croyances, son passé, ses sentiments, ses intuitions. Donc moi, je m'intéresse à la spiritualité, je fais passer la spiritualité, donc du questionnement, et je pense qu'il faut se méfier de tous les gens qui ont des réponses, des certitudes, a fortiori sur les mondes invisibles, sur Dieu, les anges, la réincarnation. On n'en saura jamais rien, et personne ne pourra nous prouver quoi que ce soit, tant qu'on n'a pas vu un ange apparaître, tant qu'on n'a pas vu Dieu apparaître, eh ben, ça reste une hypothèse, mais une hypothèse qu'il n'y a aucune raison de rejeter. Voilà, donc moi je ne vois aucune gêne dans les deux systèmes. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques lisent de la science-fiction et de la spiritualité, et ça les intéresse parce que précisément ils sont curieux. La base de la science, c'est la curiosité. L'ennemi de la spiritualité, c'est la personne qui ne se pose aucune question et qui se dit
bon, bah, le système tel qu'on l'ont emmené mes parents, l'école ou la religion ou le système me suffit, je le prends tel quel, je ne me pose plus de questions. Il faut se poser des questions. Tant qu'on se pose des questions, tant qu'on est curieux, on est vivant. Et dès le moment où on croit avoir tout compris, ben on est devenu un petit vieux et puis on n'a plus qu'à attendre la mort. En début d'après-midi, nous avons reçu ici sur ces mêmes canapés Jérôme Camus, Nathalie Hugues, qui ont eu le prix Ouest pour leur roman Isla Nova. Et on a donné une définition de leur roman, à savoir un divertissement intelligent. Est-ce que c'est aussi la définition qu'on pourrait peut-être donner à votre titre et au précédent que vous avez publié, c'est-à-dire il y a le suspense, il y a l'intrigue, puisque c'est un thriller, vous entraînez votre lecteur, vous lui faites prendre des pistes parfois un peu surprenantes, mais vous avez aussi envie qu'il se pose, qu'il s'interroge, qu'il se pose toutes les questions que vous venez d'aborder. C'est ça un divertissement intelligent pour vous ? Alors, j'assume le mot divertissement, c'est-à-dire que la fonction d'un livre, c'est de la récréation. Vous avez une journée pénible, vous êtes engueulé en famille, vous avez un problème de santé, vous lisez un livre, ça vous fait penser à autre chose, divertir, ça vous sort de la voie. Intelligent, j'en sais rien, c'est pour chaque lecteur va y trouver ce qu'il y recherche. Donc pour le lecteur qui cherche des choses subtiles, il va y avoir des choses subtiles, celui qui cherche juste une histoire pour enfants, il va trouver une histoire pour enfants, mais je crois que c'est bon pour tous les romans, comme celui de Dominique, c'est-à-dire le lecteur, en fait, quand il lit un livre, il trouve un miroir. Un bon livre, c'est un miroir. Donc si le lecteur est intelligent, il va trouver quelque chose d'intelligent. Si le lecteur est bête, il va trouver quelque chose de bête, mais ça va être adapté à lui, et tout va bien. Par contre, ce qui me semble intéressant dans la démarche du roman en général, c'est que le lecteur apprenne quelque chose qu'il ne savait pas avant de lire. Si c'est juste, on le promène, on lui dit, voilà, il y a un trésor, tu ne trouveras pas où c'est, et puis à la fin, les personnages le trouvent, et qu'on n'a rien appris, c'est un peu dommage d'avoir dérangé quelqu'un pendant 6-7 heures. De même que si la seule problématique, c'est qu'il y a un assassin, et voyons si vous arrivez à le trouver, et puis vous le trouvez ou vous ne le trouvez pas, bon, c'est un divertissement qui vous aura rien appris. Moi, l'idée, c'est, en suivant les aventures de mon héros, les gens vont apprendre des trucs qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, je cite, il y a eu une machine, un nécrophone, qui a été brevetée par Edison, Thomas Edison, et à l'époque, ils pensaient que tous les gens allaient avoir chez eux une machine pour parler à leurs défunts perdus. Bon, ben ça, c'est une information scientifique. On ne sait pas si son nécrophone marchait, à mon avis, il ne marchait pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a les photos, on a le plan, et puis on a le discours d'Edison qui explique comment il voit un jour que dans le futur, tout le monde aura ça au milieu du salon. Et ça, c'est intéressant, et c'est ça qui m'intéresse. De même, il y a une histoire assez extraordinaire que je cite dedans. C'est un procès qui a eu lieu en 1900, dans lequel c'est une maman qui pensait que sa fille a été tuée par son mari. Et le mari ne laissait pas approcher le cadavre de sa femme. Et la mère est allée faire une sorte de séance de médiumnité pour essayer de parler à sa fille. Et lui a dit, ma fille, est-ce que c'est ton mari qui t'a assassiné? Puis la fille lui a dit oui. Fait, maintenant, dis-moi comment il s'y est pris. Et elle a raconté comment il s'y est pris. Du coup, ils sont allés, en fait, il avait brisé la nuque. Et ils sont allés déterrer le cadavre. Ils ont aperçu que le cadavre avait la nuque brisée. Et c'est pour ça que l'homme ne laissait pas approcher le cadavre, pour pas qu'on s'aperçoive qu'il a la nuque brisée. Et du coup, le type a été arrêté. Donc arrêté sur le témoignage d'un fantôme, on est d'accord. Et au moment du procès, l'avocat du type a dit, attendez, je vais vous dire, le niveau de ridicule de l'arrestation de mon client, c'est qu'il a été arrêté sur le témoignage d'une médium qui s'est mis en contact avec sa propre fille. Et à partir de là, les jurés ont voté pour qu'il soit condamné. Ça veut dire que les jurés ont considéré que le fait que la fille, en tant que morte, ait témoigné auprès de sa mère pour signaler comment elle était morte, était acceptable comme raison pour condamner un type. C'est l'unique cas officiel où un témoignage d'un fantôme a permis l'arrestation et la condamnation du type. Et pour l'anecdote, à peine il est rentré dans la prison, il est mort comme ça, par terre, sans raison. Et ça fait partie de ces infos que vous distillez dans vos romans. Mais je trouve que c'est révélateur, non pas du monde des morts, mais du monde des vivants. Ça montre comment il se passe des choses ici, comment on se laisse influencer, comment, à la limite, 9 jurys peuvent décider que le témoignage d'un fantôme est plus important que le témoignage d'un être vivant. Dominique Lin, je reviens vers vous. Parlez-nous de votre écriture, si vous deviez la définir. C'est plus au lecteur de la définir, parce que je ne peux pas être jugé parti pour reprendre
le côté du tribunal, j'essaye d'y glisser de la poésie. Alors il se trouve que je suis percussionniste, que je frappe les pots, avec douceur quand même, n'ayez crainte, je ne voudrais pas être taxé quand même. Et quand on joue de la percussion, on apprend deux choses. Avoir la bonne sonorité et avoir le bon rythme. Et je fais souvent ce lien avec l'écriture. C'est-à-dire que, certes, les histoires sont importantes, on peut y apprendre, on peut apprendre sur soi-même ou se poser des questions, on peut être envoyé grâce à l'effet miroir, mais on a ce privilège, les auteurs, de pouvoir chuchoter à l'oreille des lecteurs. On a ce privilège, et quand je lis, je fais pareil, je m'isole du monde entier pour être seul avec... au bout d'un moment, c'est plus Bernard Werber, c'est Bernard. Et souvent, quand j'écris à un auteur, je l'appelle par son prénom, même si on ne s'est jamais vu, parce qu'il y a une intimité. Et cette intimité, elle est importante, parce que pour nous, c'est ce privilège. Donc j'essaye, dans l'écriture, d'amener ce rythme, d'amener cette sonorité, de profiter de l'occasion pour que deux mots qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, tiens, essayons. Si ces deux-là, ils n'iraient pas bien ensemble, et d'un seul coup, ça fait un troisième mot qui fait qu'il y a des sonorités qui ricochent, ça renvoie la personne, le lecteur, à un nouvel univers qu'il n'a peut-être pas encore exploré. J'ai dit, tiens, essaye ça, essaye ces deux mots-là ensemble. Tu vas voir, plutôt que ces phrases qui commencent, dont on connaît déjà la fin, ou ces paragraphes qui commencent, et c'est la même histoire, ou à peine on a ouvert le livre et on sait comment ça va se terminer. C'est vrai, quand il y a une aventure, quand il y a une aventure autant dans le fond, où on va soit vivre quelque chose, s'interroger ou apprendre, mais aussi une nouvelle aventure des mots. Et ça, c'est... j'ai envie de dire, des fois, l'histoire est presque un prétexte à écrire. C'est-à-dire qu'on est seul, même si là, on est au milieu de la foule, ce sont des heures de solitude. Et en tout cas, pour moi, ce sont de très, très belles heures. Et il y a cette chanson qui vient, il y a cette poésie qui arrive, et on arrive à distiller des mots, des sons, des syllabes, des rythmes retenus par moments, dilués dans d'autres, comme une rivière qui, moments, cascade complètement, et à des moments, c'est un long fleuve tranquille. Voilà, c'est ça l'écriture, c'est donner du relief à une histoire, parce que sinon, on peut raconter des histoires. Il y a des très bons conteurs. Par contre, l'écrire... ça, pour moi, c'est une autre affaire. Bernard Werber, on a échangé hier, vous me disiez que ça fait 27 ans que vous écrivez, 25, 26, 27, c'est ça, hein? Ça fait 27 ans que je suis publié. 27 ans que vous êtes publié. À l'âge de 16 ans, donc ça fait 40 ans. Oui, on n'y pense pas. Et il y a le cycle... 40 ans que j'écris tous les jours, le matin, de 8h à midi et demi. Voilà, et mon grand secret, c'est cette régularité. Alors le cycle des fourmis, les dieux, les anges, troisième humanité, ce nouveau roman en date depuis l'au-delà. Quelle évolution voyez-vous dans votre parcours d'auteur, dans votre écriture? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes le même écrivain qu'il y a 27 ans, que vous avez beaucoup changé? Comment analysez-vous tout cela? D'abord, j'ai la hantise que mon cerveau se détériore et j'ai l'impression que j'ai une sorte de trésor. Il faut à tout prix que j'arrive à en sortir le maximum avant que ce soit plus possible. Parce que j'ai commencé à avoir des petits trous de mémoire, j'ai une grand-mère qui a eu Alzheimer, donc j'ai la hantise que la machinerie, le disque dur pète. Mon évolution, c'est que en fait, je vais de plus en plus... Je ne vais pas faire ma psychanalyse d'un coup, mais je descends plus vite vers l'essentiel. Voilà. Et je considère que le lecteur n'a pas que ça à faire, il ne faut surtout pas l'ennuyer. Donc j'ai mis au point toute une stratégie pour ne pas ennuyer le lecteur. Parler de boring, c'est-à-dire la lutte contre l'ennui, c'est la base même d'un bon roman. Je considère que le lecteur n'a aucun effort à faire, il faut qu'il ouvre la première page et qu'il soit aspiré. Donc c'est là-dessus que je travaille. Et surtout, enlever du gras, tout ce qui n'est pas utile, je l'enlève, tant pis, ça réduit un peu le style, ça réduit un peu la musique, mais par contre, je considère qu'il faut que j'épargne à mon lecteur les difficultés des longues descriptions, des longs dialogues qui servent à rien, pour tout le temps le surprendre. Voilà. Et donc c'est l'art de la surprise sur lequel je travaille, avec la hantise que je ne sois plus capable un jour de faire ça. Donc c'est pour ça que je produis autant. D'ailleurs, vous savez, quand je sors un livre par an, en fait, j'en écris 2. Il y en a un qui disparaît
le frère jumeau malheureux, mais c'est le projet que je trouve le moins bon des deux. Donc chaque fois, vous avez le meilleur des deux. Votre actualité, Bernard Werber, ça s'appelle Depuis l'au-delà, publié chez Albin Michel. Vous êtes fidèle à votre éditeur, Dominique Lin. Vous publiez chez Élan Sud, Un goût de terre dans la bouche. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un très bon titre, parce qu'il y a déjà un enjeu et il y a déjà un suspense, rien que dans le titre. Et ça, c'est vraiment un challenge bien réussi. Bravo. Merci. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous.